lui passer la parole. Donc, François Galichet, vous êtes philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure de Dulme, qui a formé des hommes politiques comme Jean Jaurès, Georges Pompidou et des philosophes tels que Henri Bergson, Jean-Paul Sartre et votre contemporain André Comte-Sponville. À l'issue de votre formation, vous avez choisi d'enseigner au Sénégal, à Dakar. Vous y êtes resté 13 ans avec votre famille et cela vous a permis d'intégrer les cultures africaines dans votre approche de la philosophie. Vous êtes ensuite revenu en France pour prendre un poste de professeur à l'Université de Strasbourg. Au cours de votre carrière, vous vous êtes intéressé de façon large aux questions d'éducation. En particulier, vous avez travaillé l'enseignement de la philosophie pour enfants. Vous avez animé de nombreux débats philosophiques dans des classes et cela a donné lieu à des publications sur les pratiques du débat philosophique en école primaire et même à la maternelle. Vous avez également publié des ouvrages sur l'éducation et la citoyenneté. Je crois que votre souci a toujours été de rendre la réflexion philosophique accessible à tous, indépendamment des savoirs universitaires. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre, Philosopher à tout âge. Alors, depuis quelques années, étant devenu un senior, vous avez également animé des ateliers Vieillir en philosophie, dont vous avez rassemblé les éléments dans un livre. Alors, la question que vous considérez comme très importante du choix de sa vie et qui nous concerne ce soir, vous a conduit à écrire un premier ouvrage, Mourir délibérément, dans lequel vous insistiez sur l'exigence d'une délibération personnelle, d'une réflexion approfondie. En effet, disiez-vous, le choix revendiqué de quitter librement la vie implique de pouvoir évaluer en pleine lucidité si elle vaut encore la peine d'être vécue ou non. Cette réflexion a également été nourrie par votre engagement auprès de malades en fin de vie. Vous les avez accompagnés dans cette phase difficile et délicate de questionnement et de mise en œuvre de cette ultime liberté. Vous avez d'ailleurs été récemment mis en examen, vous aussi, pour avoir transmis à certaines personnes qui vous le demandaient une adresse mail où il était possible de se procurer du pentobarbital. Poursuivant votre réflexion et partageant votre expérience d'accompagnement, vous avez écrit donc en 2020 un nouveau livre, Qu'est-ce qu'une vie accomplie, dont vous allez nous parler maintenant. Alors, dans un premier temps, par un exposé d'environ 25 minutes, et ensuite en répondant aux questions posées par tous ceux et toutes celles qui sont connectés à notre visioconférence. Donc, comme pour les interventions précédentes, nous vous remercions de nous adresser vos questions. François Galichet, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de pouvoir parler à des personnes qui sont convaincues de la justesse de notre combat. Et je voudrais partir d'une remarque de Denis Labelle tout à l'heure qui disait que la mort et la vie renvoient l'une à l'autre, sont très intriquées l'une dans l'autre. Et ça explique pourquoi se demander qu'est-ce qui fait que ma vie est accomplie et que donc je choisis de mourir, selon la philosophie du choix, qui est aussi la philosophie, comme Denis l'a dit, de beaucoup de gens en France, de 95% de gens en France. Donc c'est aussi réfléchir sur sa vie. On ne peut pas réfléchir sur sa mort sans réfléchir sur sa vie et se demander si elle vaut encore ou pas la peine d'être vécue. Alors, quand on parle de, en plus, nos adversaires, combattent toujours notre cause, enfin nos idées, au nom de la défense de la vie, qui serait sacrée et qu'on n'aurait pas le droit d'interrompre ou d'abréger. C'est l'objection qui revient le plus souvent. Donc, je pense qu'il n'est pas inutile de se demander qu'est-ce que c'est que la vie, après tout. Quel est le sens du mot vie? Alors, bien entendu, il y a un sens qui est biologique. La vie, c'est d'abord un concept biologique, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens propre ou le sens strict. Les vivants, ce sont des êtres vivants qui se caractérisent par rapport aux choses inertes par un certain nombre de caractéristiques que les biologistes nous précisent. Mais quand on parle de vie, je pense qu'on parle aussi de la vie humaine.
On parle par exemple de la vie culturelle, on parle de la vie sociale, de la vie intellectuelle, de la vie politique, etc., etc. Donc, il y a aussi un sens figuré, métaphorique, pourrait-on dire, ou étendu de la vie. Et donc, je crois que la première question qu'on peut se poser, c'est quel rapport y a-t-il entre ces deux sens de la vie, le sens propre, biologique, et puis le sens figuré, culturel, politique, artistique, etc., etc. Il y a évidemment des similitudes, il y a évidemment des analogies. Dans tous les cas, la notion de vie est synonyme de créativité, de fécondité, de diversité, d'un certain dynamisme, d'une certaine énergie. Mais il y a aussi un antagonisme entre les deux usages du mot vie. C'est-à-dire que la vie humaine a assez longtemps été conçue en opposition à la vie biologique. Je me référerai ici d'abord à la conception antique, à la philosophie antique, telle qu'analysée par exemple par Hegel, qui la philosophie antique et la culture antique se caractérisent par l'opposition de citoyens libres et puis d'esclaves. Qu'est-ce qui différencie les citoyens libres ou les maîtres des esclaves? Hegel dit, eh bien, c'est le fait que dans les combats, dans les guerres, les maîtres, c'est ceux qui ont préféré mourir plutôt que de devenir esclaves, plutôt que de se rendre. Et donc, d'une certaine manière, ils ont sacrifié leur vie biologique à un idéal supérieur. En revanche, les esclaves, c'est ceux qui se sont rendus et donc qui ont eu peur, et pour qui la vie biologique est plus que tout et justifie tous les abandons, tous les renoncements, etc. Et donc après, toute la culture antique est modelée sur cette opposition entre ceux qui ont tout sacrifié à la préservation de leur vie biologique et ceux qui, au contraire, eh bien, on considérait qu'il y avait des choses supérieures à la simple conservation ou reproduction de la vie. Il ne faut pas oublier que beaucoup de philosophes antiques valorisent le suicide. Je pense à Sénèque, pour n'en citer qu'un. Le suicide est considéré comme une pratique qui est non seulement autorisée, mais qui est même morale. Alors, pas n'importe quel suicide. Les philosophes antiques disent aussi qu'il y a des suicides par lâcheté. Il y a des suicides pour échapper à la douleur, et ça, ils le condamnaient plutôt. Aujourd'hui, nous avons une position qui est un petit peu différente. Mais Sénèque, par exemple, dit justement qu'il faut savoir se suicider quand il le faut, enfin qu'il est honteux de ne pas se suicider quand il le faut, plutôt, et qu'il est tout aussi honteux de se suicider quand il ne le faut pas. Donc, le choix du suicide, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, c'est quelque chose qui doit être décidé pour des bonnes raisons et non pas pour des mauvaises raisons. Et on voit donc que les philosophes antiques lient très étroitement le suicide à la réflexion, à la délibération. C'est pour ça que dans le titre de livre que Annie citait tout à l'heure, j'ai parlé de mort délibérée, parce que le mot délibéré en français signifie à la fois quelque chose de volontaire, quelque chose qu'on décide, je le fais délibérément, et en même temps, dans délibéré, il y a l'idée de délibération, donc de réflexion. C'est pour ça que moi, l'expression mort délibérée me convient assez bien, alors que mort choisie, ça peut être choisi pour de mauvaises raisons, éventuellement. Enfin, c'est une petite parenthèse. Au Moyen Âge, pour aller très vite, on retrouve la même opposition. Qu'est-ce qui différencie les nobles qui étaient guerriers au départ de tous les autres, les paysans, mais même les bourgeois, etc., c'est que les nobles risquent leur vie. C'est-à-dire que les nobles, ce sont ceux qui sont capables de sacrifier leur vie pour défendre leur territoire, pour défendre ceux qu'ils ont en protection. Et en revanche, les autres, les paysans, mais même les commerçants, les bourgeois, etc., c'est des gens pour qui l'important, c'est de se conserver, en cultivant de la nourriture, en échangeant de la nourriture ou d'autres biens quand on est commerçant, etc., etc. Mais il y a d'un côté les gens qui sont dominés par le souci de la vie biologique, au sens biologique du terme, et puis il y a les gens qui sont capables de voir au-dessus de leur vie biologique, et ceux-là sont nobles. C'était la conception médiévale.
On pourrait dire qu'on retrouve aussi dans le christianisme primitif cette opposition. Chez Saint Paul, par exemple, oppose la chair, c'est-à-dire la vie biologique, qui pour lui est le siège de pulsions bestiales qui sont source de péché, et puis l'esprit qui est supérieur à la chair et dont il faut s'affranchir. Mais là, c'est une question qui nous entraînerait trop loin parce qu'après, je dirais que l'Église a perdu de vue cette distinction et comme l'a rappelé Denis, aujourd'hui, les religions confondent, et c'est un peu le reproche qu'on pourrait leur faire, confondent justement les deux sens de la vie dans un seul concept mixte qui amalgame à la fois la vie biologique et puis la vie au sens métaphorique du terme, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, des philosophes antiques. Alors, j'en viens maintenant et je vais demander peut-être qu'on affiche la première diapositive, les différents niveaux d'évaluation de la vie. Qu'est-ce qui fait que je peux considérer que justement, il est temps pour moi de quitter la vie? Je répondrai en disant qu'il y a peut-être trois registres qui sont à considérer. Là, je me réfère à un certain nombre de philosophies auxquelles je ferai simplement allusion parce qu'en 25 minutes, on ne peut pas évidemment approfondir beaucoup. Il y a d'abord un certain nombre de philosophes qui parlent de la vie bonne, qui s'interrogent sur la vie bonne. La vie bonne, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qu'on veut aussi parfaite que possible. L'idéal, c'est le bonheur ou c'est aussi la perfection. C'est donc une certaine conception du bien. Alors après, chacun a sa conception du bien, qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Mais disons que je juge ma vie à l'aune de ce bien que je définis comme le bien supérieur ou le bien suprême. Des philosophes comme Aristote ou Nietzsche, entre autres, ont réfléchi sur ce premier point, autour de ce thème-là, et ce qui est opposé au sentiment d'avoir atteint une certaine perfection ou un certain maximum dans le bien, eh ben, c'est le sentiment opposé, c'est le sentiment d'inefficacité, le sentiment d'impuissance. Quand je ne peux plus rien pour le bien, peut-être qu'il est temps je peux me dire qu'il est peut-être temps pour moi de partir. Un deuxième registre dans lequel je peux m'interroger pour évaluer ma vie, c'est ce qu'on pourrait le domaine de la justice, le domaine de la vie juste. Donc la question que je me pose alors, c'est est-ce qu'il est juste que je continue à vivre? Donc dans ce cas-là, il ne s'agit plus de se relier au monde, de chercher le bien pour le monde entier, pourrait-on dire, mais de rechercher la justice dans la relation aux autres. Donc ce qui domine ici, ce sont les règles de la justice, de la réciprocité. Je vais me demander, par exemple, est-ce qu'il est juste que je vive? Est-ce qu'en continuant à vivre, je n'impose pas aux autres, par exemple à mes proches, des tâches très lourdes, des tâches humiliantes, des charges en quelque sorte qui leur pèsent beaucoup. Et donc finalement, en voulant vivre à tout prix, est-ce que je ne fais pas peser sur mes proches? C'est quand même une question que beaucoup de gens se posent quand justement ils décident de quitter la vie. C'est justement pour ne pas imposer à leurs proches des choses qui seraient soit lourdes, pas seulement financièrement, mais même sur le plan, je dirais, de la dignité. C'est pas seulement nous qui trouvons indignes certains États, mais c'est aussi ceux qui aident, qui peuvent également ne pas souhaiter faire autre chose. Voilà. Donc, on est là dans le domaine de certains philosophes comme Kant ou Rawls se sont interrogés là-dessus. Et donc là, l'opposé de la justice, c'est l'iniquité, l'inégalité. S'il apparaît que continuer à vivre devient quelque chose d'injuste dans mon rapport avec les autres, eh bien, peut-être que je vais me dire, il vaut mieux que je parte pour ne pas imposer aux autres quelque chose d'insupportable et surtout d'injuste. Et puis enfin, il y a un troisième registre sur lequel je peux m'interroger pour estimer ma vie et me demander si elle est accomplie ou pas. C'est bon, ce qu'on appelle la dignité. On pourrait aussi parler de l'honneur. C'est pour ça que je mets vie digne ou honorable. L'honneur au sens un peu ancien du terme, au sens où Montesquieu ou le Moyen Âge parlait d'honneur, ou les anciens parlaient aussi d'honneur. Donc, est-ce qu'il est honorable? Est-ce qu'il est digne que je continue à vivre? Donc là, on parle de quoi? Je dirais qu'on parle des conditions minimales d'une vie humaine.
hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un animal, que je suis plus qu'un animal, hein. Et donc, on est là dans une sorte d'autonomie, et bon, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées là-dessus, d'autonomie minimale, je reviendrai tout à l'heure sur cette question, qui fait que je peux estimer qu'il est indigne pour moi de continuer à vivre. Donc là, il n'est plus question du rapport au monde, ni du rapport aux autres, mais du rapport à moi-même. Et le sentiment qui me motive, le sentiment négatif qui me motive, c'est le sentiment d'indignité, le sentiment de honte. Si j'ai honte de vivre, hein, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, il est temps de ne plus vivre, hein. Voilà peut-être donc encore une fois les trois registres sur lesquels ou autour desquels peut se mener une réflexion sur qu'est-ce qu'une vie, est-ce que ma vie en quelque sorte est accomplie. Et bien sûr, ces trois registres sont totalement sont différents, hein. Ce sont des valeurs différentes, ce sont des critères qui sont différents, et c'est pour cela que la réflexion sur la vie accomplie n'est pas une réflexion simple, c'est pas une réflexion en quelque sorte monobloc, hein. C'est une réflexion qui articule plusieurs critères, plusieurs références entre lesquelles il faut arbitrer, et c'est pour cela que ici encore, je crois que le choix de décider de quitter la vie est indissociable d'une réflexion et donc aussi d'un accompagnement, hein, pour aider les personnes à réfléchir sur comment je peux estimer ma vie. Et je voudrais là, justement, ouais, je vais laisser ce point parce que peut-être dans la discussion on le trouvera. Je vais maintenant arriver à la deuxième diapositive. Donc la deuxième diapositive, si on peut la passer. Euh, voilà, donc c'est sur la distinction, la question de l'accompagnement. Voilà, la question de l'accompagnement, voilà, c'est ce tableau-là. Donc traditionnellement, c'est une distinction que nous possédons bien, mais nous savons bien que beaucoup de gens avec qui nous discutons ne la maîtrisent pas bien, la distinction entre euthanasie et suicide assisté. Alors, je la rappelle brièvement, mais surtout pour voir un peu sur le plan, je dirais, philosophique, qu'est-ce qui différencie l'euthanasie du suicide assisté. Alors, l'euthanasie, comme chacun sait, bon, la définition qu'on en donne le plus souvent, c'est que l'euthanasie, c'est la mort donnée par quelqu'un d'autre, en général un médecin. Bien sûr, la mort donnée par quelqu'un d'autre à la demande de la personne. C'est pour ça qu'on parle d'euthanasie volontaire, hein. C'est une condition évidemment impérative que la personne soit volontaire pour demander qu'un médecin abrège sa vie. Donc, en général, et je parle ici surtout de la Belgique, puisque c'est la Belgique qui met en œuvre cette pratique, dans ce contexte-là, le critère essentiel, c'est la souffrance, hein. C'est une maladie incurable ou une maladie qui ne peut, comme le disait Bernard Sonnet, que décliner, qui peut nous entraîner sur un déclin en quelque sorte irréversible. Et donc là, ce qui fait, je crois, qu'une société humaine, une société généreuse, accorde, reconnaît le droit à l'euthanasie, c'est justement, je dirais, la compassion, hein. C'est ne pas faire souffrir inutilement des gens qui ne souhaitent pas souffrir. C'est tout un volet, je dirais, de notre combat. Et Denis a rappelé qu'ici, ce sont les directives anticipées qui sont essentielles, puisque c'est dans les directives anticipées que la personne exprime en quelque sorte son désir. Et par conséquent, même si par exemple en Belgique, la décision est prise par un collège de médecins, en principe, les critères sont relativement clairs. Si la souffrance est importante, si la personne le demande de manière répétée, réfléchie, etc., ça ne se discute pas, on accepte finalement et on pratique justement la décision d'euthanasie. Dans le suicide, donc là, le critère, c'est essentiellement la souffrance, hein, la souffrance physique ou la souffrance psychique, bien entendu, hein. Quand je parle de souffrance, ce n'est pas forcément souffrance physique, ça peut être aussi la souffrance morale. Quand on parle de suicide assisté, on parle en général évidemment d'un acte qui est effectué par la personne elle-même, hein. C'est la personne elle-même qui boit une potion létale, c'est ce qui se passe en Suisse, ou qui actionne, Nathalie Andrews me l'a rappelé dans un mail il n'y a pas très longtemps, si elle est incapable de boire la potion létale, elle actionne une manette qui déclenche une injection, mais il y a toujours l'idée d'un geste volontaire accompli par la personne et que personne ne peut accomplir à sa place.
Et là, il me semble que justement, ceux qui sont dans une optique, là je parle à partir de ma propre expérience à Ultime Liberté d'accompagnement des gens, les gens qui demandaient, ou à Ultime Liberté, nous n'avons aidé que des suicides assistés, nous n'avons jamais pratiqué la moindre euthanasie. Je crois que ça doit être clair, mais je crois que c'est clair pour tout le monde. Et moi, ce qui me frappe dans ma propre expérience, je ne sais pas si elle rejoint celle d'autres personnes, c'est que justement, les personnes qui demandent un suicide assisté ou qui demandent à être aidées à être aidées pour effectuer un suicide assisté, en général, et je crois que Bernard Sénet le disait tout à l'heure, ils le font avant d'en arriver justement à quelque chose d'insupportable. Ils le font pour anticiper des douleurs ou une souffrance ou une injustice par rapport à leurs proches. Après, leurs motivations peuvent varier, mais ils le font avant d'être dans ces situations ultimes. Et moi-même, j'ai assisté, et d'autres accompagnants d'Ultime Liberté, ou d'ailleurs ont assisté, je pense que Bernard aussi, des personnes qui n'étaient pas encore dans une situation de mort à brève échéance ou de souffrance épouvantable, mais qui justement voulaient partir quand ils étaient encore debout, en quelque sorte. Ils le disaient, souvent ils le disent, je veux mourir debout. Donc je veux mourir avant d'être complètement accablé, en quelque sorte, par la souffrance, les difficultés, les handicaps, les invalidités, etc. Et donc c'est là que la notion de vie accomplie devient essentielle, parce que c'est là que se pose la question des critères qui vont faire qu'on va accepter d'aider quelqu'un à se suicider ou de ne pas l'aider. Parce qu'évidemment, une personne de 30 ans, en pleine santé, qui vous demande, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, qui nous demande de l'aider à se suicider, ça pose quand même moralement et d'un point de vue éthique des problèmes qui ne se pose pas pour une personne de 80 ans, même si elle est encore en bonne santé, mais pour laquelle il y a évidemment déjà une vieillesse qui s'approche, une vieillesse qui se fait sentir et qui peut peser déjà, même si la personne n'est pas encore handicapée ou souffrant de manière très visible. Et donc, c'est pour ça que dans le schéma, là, j'ai indiqué justement que ces critères, eh bien, ils peuvent être variables. On peut avoir des critères minimalistes. Certains, par exemple, à Ultime Liberté ou ailleurs, défendent l'idée que le suicide est un droit de l'homme, que par conséquent, toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, quelle que soit sa situation, a le droit de se suicider sans qu'on lui pose de questions, sans qu'on remette en cause son droit. Les seules deux choses qu'on peut vérifier, c'est que la personne, évidemment, est capable, c'est-à-dire qu'elle a son discernement. On n'accordera pas le suicide assisté pour une personne qui est confuse ou qui n'est pas capable de réfléchir son choix ou de l'argumenter, de le justifier pour elle-même et puis pour les autres. Et puis, bien entendu, le deuxième critère, c'est celui qui se retrouve partout. Il faut qu'elle soit volontaire. Il faut évidemment vérifier qu'elle est volontaire. Mais il y a un certain nombre de personnes qui disent, une fois qu'on a vérifié à la fois le discernement de la personne et sa volonté, eh bien, il faut accorder le droit au suicide assisté sans discussion, quel que soit l'âge. Encore une fois, même si elle est en pleine santé, on n'a pas à lui demander pourquoi. Il y a simplement des conditions minimales, celles que je viens d'indiquer. En Allemagne, actuellement, se mène une réflexion tout à fait intéressante, puisque vous savez que les Allemands vont probablement, malheureusement, avant la France, voter pour une loi après les élections, puisque la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a décidé que justement le droit de disposer de sa vie était un droit fondamental à tout âge, sans tenir compte des conditions de santé ou d'âge. Et par conséquent, les Allemands commencent à réfléchir sur justement les critères de cela. Et donc, le projet des Verts allemands, qui risque d'être au pouvoir après les élections, d'après ce que l'on dit, est un projet tout à fait intéressant parce qu'il n'est pas aussi minimaliste que celui que je viens d'indiquer. Il propose quand même qu'une personne qui demande à mourir expose d'abord par écrit ses raisons, donc pourquoi elle veut le faire, etc. Et
et deuxièmement, qu'une commission désignée par les lenders, donc par l'administration des lenders, de manière évidemment aussi démocratique que possible, hein, et comportant des personnes qualifiées, ça peut être des médecins, mais ça peut être aussi des psychologues, ça peut être des bénévoles d'associations, que cette commission reçoive au minimum 2 fois la personne pour expliquer pourquoi elle veut partir, pourquoi elle veut quitter la vie. Et donc, c'est cette commission qui, en définitive, dirait si cette personne est légitime à être aidée ou si on considère qu'elle n'est pas légitime à être aidée parce qu'elle ne remplirait pas les critères, donc qui ne sont plus seulement de discernement et de volonté, mais qui, vous le voyez, sont des critères qui sont plus flous, mais qui vont un peu plus loin. Et puis enfin, pour ma part, moi, je serais assez, et là je défends une position personnelle, assez centrée sur l'idée d'un accompagnement réflexif, c'est-à-dire que toute personne qui demande à mourir soit justement aidée. Alors j'ai parlé de triplette entre guillemets, c'est-à-dire il me semble que pour accompagner une personne qui demande à mourir, encore une fois qui n'est pas dans les conditions de l'euthanasie, c'est-à-dire de la souffrance, en gros la loi Falorni ou la loi belge si vous voulez, pour lequel là les critères sont relativement clairs et relativement indiscutables. Mais donc on pourrait avoir une sorte de collège de 3 personnes. Alors, il me semble qu'on peut quand même garder un médecin parce qu'il y a toujours une dimension médicale dans ce genre de choses. Mais la deuxième personne pourrait être la personne de confiance, donc choisie par la personne demandeuse, hein. Et la troisième personne pourrait être un membre d'une association agréée ou reconnue, choisie aussi par la personne demandeuse. Par exemple, rien n'empêcherait que la personne demande que ce soit un accompagnant du choix ou d'ultime liberté qui serait la troisième personne. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de faire un collège de juges qui vont décider d'en haut si la personne a le droit de se suicider ou pas. Il s'agit plutôt d'un collège de personnes qui sont en sympathie avec les personnes, mais qui servent simplement à ce qu'elles approfondissent ces raisons de manière suffisante pour éviter les suicides impulsifs ou les suicides qui sont liés, par exemple, au harcèlement, hein. On a eu récemment beaucoup d'exemples de suicides dans des entreprises, Orange, France Télécom, etc., de gens qui se suicidaient parce qu'ils étaient harcelés par leur chef, hein. Et je pense que c'est ce genre de suicide-là qu'il faudrait quand même essayer d'éviter. Je pense aussi aux femmes qui se suicident parce qu'elles sont harcelées par un mari violent, hein, violent et quelquefois violeur, hein. Donc là aussi, je pense que ce collège pourrait justement essayer de soutenir les personnes en difficulté pour voir si réellement, pour elles, mourir est, je dirais, quelque chose qui est profondément justifié et réfléchi de sa part. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis, et je terminerai là-dessus, puisque je crois que l'horaire est atteint, bien entendu, et ça rejoint un petit peu le thème de mon livre, je pense qu'on pourrait dire qu'à partir d'un certain âge, alors sur lequel on peut discuter, la discussion portera peut-être là-dessus, ça peut être 70 ans, 75 ans, 80 ans, ou moins, ou plus, on pourrait considérer qu'à partir d'un certain âge, la vieillesse est en soi une raison suffisante pour décider de quitter la vie, et donc, une fois vérifié encore une fois les 2 conditions minimales de consentement, enfin de discernement et de volonté, considérer que l'acceptation serait automatique, en quelque sorte, serait de droit à partir d'un certain âge. C'est ce qui est proposé, par exemple, je crois, en Belgique ou aux Pays-Bas, qu'il y a un âge pour lequel le suicide assisté ou l'assistance au suicide serait en quelque sorte accordée sans discussion. Voilà. Alors, je m'arrêterai là parce que je crois qu'on est à peu près dans les horaires et bien entendu, je pense bien que ça peut susciter beaucoup de questions et peut-être de critiques ou de désaccords. Merci.